Europe 1, 8h18, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, l'ancienne ministre et députée UMP des Yvelines, Valérie Pécresse. Je lui dis d'abord bonjour et meilleurs vœux pour cette année 2013, bonjour, Valérie Pécresse. À partir d'aujourd'hui, François Fillon et Jean-François Copé mettent en place leur accord. Comment vous, les fillonistes, vous ferez pour servir 2 maîtres à la fois ? Je crois que l'esprit de cet accord, c'est simple, c'est que tous les militants de l'UMP se sentent représentés, voient leurs idées défendues dans la nouvelle équipe dirigeante. C'est que d'ici le nouveau vote qui aura lieu à l'été prochain, eh bien, il y ait, j'allais dire, une gouvernance partagée qui soit représentative de toutes les sensibilités. Comment vous ferez entre le maître du cœur et le maître des urnes ? Mais pour moi, le sujet, c'est mes idées politiques, c'est défendre mes idées politiques. Et ça, je le ferai. Mes idées de Valérie Pécresse. Mes idées gaullistes sociales, ma sensibilité politique, dans le cadre de l'UMP. Et est-ce que vous serez engagé par toutes les décisions de Jean-François Copé, qui est le numéro 1 officiel élu de l'UMP? Mais vous savez que d'abord, je suis une fille très loyale à ma famille politique, c'est ma famille politique, mais par ailleurs, vous savez aussi que j'ai ma pensée politique propre et ça me permettra d'avoir aussi une certaine liberté de parole. Vous pensez qu'elle pèse au niveau de la direction, comme vous dites, partagée? Mais il faut qu'elle pèse, il faut qu'elle soit représentée. C'est ce que les dizaines de milliers de militants qui ont voté François Fillon attendent et espèrent aujourd'hui. François Fillon place les siens, non élus dans la direction de Jean-François Copé. Pardon, excusez-moi, mais élu, tout aussi élu que les autres, oui, puisque nous mais avons... minoritaire. Mais excusez-moi, ça c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, nous avons une élection qui est contestée. Et vous l'avez acceptée jusqu'en septembre. Non, le résultat de l'élection est contesté. On va revoter. Il y a eu une élection. Nous avons été élus par des dizaines de milliers de militants et nous avons une légitimité élective à être présents dans cette direction. C'est ce que vous dites à Jean-François Copé. Non, je le dis mais vous allez être, parce que c'est la vérité. Vous, secrétaire général bis, Laurent Wauquiez, vice-président bis, ce sont des rôles réels ou des doublons et des doublures? Est-ce que j'ai une tête de doublure, monsieur Elkabbach? Il faut le demander ça à Jean-François Copé, puis on va voir. Non, il faut le vivre politiquement et le vivre en termes d'expression politique. Et vous verrez ce matin que je ne me contenterai pas de faire la langue de bois. Eh bien, on va voir. Samedi, dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2, cette émission atteint son record d'audience avec Ziad Tiakedine. Pendant 80 minutes, il s'est expliqué et il a dénoncé Nicolas Sarkozy. Pour sa campagne électorale, Nicolas Sarkozy, dit Tiakedine, aurait reçu 400 millions d'euros de Kadhafi. Il aurait décidé avec Claude Guéant et des proches la guerre contre Kadhafi, l'exécution de Kadhafi pour le faire taire. Chez les sarkozystes, c'est le silence absolu. Est-ce que ça veut dire aussi que vous êtes embarrassé ? Mais pas du tout. Ce sont des affabulations scandaleuses de la part de M. Tiakedine et nous, à l'UMP, nous devons les condamner de manière unanime. Mais c'est pas fait. Pour le moment, c'est le silence. En tout cas, par ma voix, je condamne ces affabulations qui sont à la fois scandaleuses et grotesques. Donc, les lourdes accusations de Tiakedine ne devront pas rester sans réponse à partir de maintenant. Je n'en sais rien. Après, c'est à Nicolas Sarkozy de décider de ce qu'il souhaite faire. Mais pour l'instant, d'ailleurs, ces accusations sont tellement grossières qu'elles méritent aussi beaucoup de mépris, je pense, et pas forcément des réponses judiciaires. Oui. Pas seulement des réponses judiciaires, il prétend disposer de documents et de preuves protégés dans des coffres à l'étranger. Vous estimez que ce sont des mensonges ou des affabulations? Moi, je n'y crois pas un seul instant. La direction de l'enseignement catholique invite les chefs d'établissements privés, c'est un autre sujet, à organiser des débats sur le mariage homosexuel. Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation, demande le respect de la neutralité dans toutes les écoles et tous les lycées. Dans ces conditions, Valérie Pécresse, qui rallume l'archaïque guerre scolaire? Qui fait de la provocation? Qui a commencé? Mais je crois que l'école est un lieu de débat dans la République. Elle l'a toujours été. Que ce soit dans les écoles publiques ou dans les écoles privées, on débat des grands sujets de société. On en débat en cours, on en débat en dehors des cours. La notion même de débat a sa place dans l'école de la République. Ce type de débat dans les écoles. Je vais vous dire au niveau des 4e, des 3e, des 5e peut-être. Mais vous savez, l'école, les élèves de l'école, les parents de l'école parlent, débattent. Il y a des débats dans les écoles publiques. Moi, mes enfants sont tous dans des écoles publiques. Moi, je peux vous dire que dans les écoles publiques, on parle de tous les sujets de société. On parle du mariage homosexuel, tout comme on parle de l'élection de Barack Obama. C'est des sujets d'actualité. Alors maintenant,
Il faut Vous savoir n'estimez comment pas on qu'il les doit y aborde. avoir une neutralité de principe. Mais j'estime qu'il faut que ces débats soient abordés avec beaucoup de prudence par des enseignants qui auront à cœur à chaque fois de préserver ce qui s'appelle le libre arbitre des enfants, de faire croître leur esprit critique, de ne pas les endoctriner. Et je sais que les enseignants ont à cœur cela, à la fois Dans le public et comme dans le privé. Alors simplement, monsieur El-Kabach, moi j'en profite pour dire que cette question est très importante, la démarche de monsieur Peillon, parce que je crois qu'aujourd'hui, François Hollande commet une grave erreur, celle de gouverner par le clivage, celle d'opposer systématiquement des Français aux autres Français. Alors, il y a eu les riches, qui étaient des mauvais Français, il y a eu les chefs d'entreprise, maintenant, il y a les catholiques. Eh bien, je suis désolée de dire que quand on veut faire passer des grands projets de société, quand on veut gouverner une France qui est marquée par la crise, qui souffre du chômage, qui souffre d'une crise identitaire très forte, on ne gouverne pas en opposant certains Français aux autres Français. On essaye de gouverner par le consensus. Depuis 1992, le compromis défini par Jacques Lang fonctionnait sans accroc. Bien entendu. Et est-ce que vous êtes favorable ou est-ce que les écoliers et les lycéens, bien informés par les professeurs du privé et du public, descendent dans la rue avec leurs parents, leurs enseignants ou tout seuls dimanche prochain ? Mais attendez, moi je ne suis absolument pas pour la manipulation de tels ou tels enfants, de toutes les façons. Mais les jeunes, les lycéens, et je suis bien placée pour en parler puisque j'ai été ministre de l'enseignement supérieur, manifestent parfois sur un certain nombre de sujets qui les concernent ou qui les intéressent. Ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Je ne suis pas là pour appeler à la manifestation des jeunes. Je suis là aujourd'hui pour dire simplement une seule chose. Dans la République, il faut qu'il y ait une certaine forme, j'allais dire, de tolérance vis-à-vis des idées des uns et des autres, vis-à-vis de tous. Eh bien, c'est ce qu'on va retenir. Si j'ai bien compris, vous allez manifester, mais en tant que citoyenne. Ce n'est pas la militante UMP, vous serez dimanche dans la manif, mais c'est la citoyenne Valérie Pécresse. Oui, parce que je ne pense pas que ce soit le rôle des partis politiques que d'appeler à manifester. Je pense que la manifestation, c'est quand on pense qu'on a quelque chose d'important à dire. Moi, j'ai quelque chose d'important à dire à François Hollande, c'est que sur cette question du mariage homosexuel, il fallait un débat national. Et ce débat national nous a été... Il ne suffit pas. Non, sur les questions éthiques, sur les questions de famille, sur des questions qui remettent en cause les équilibres de la société, on avait le droit à ce débat. C'est d'ailleurs ce que prévoit la loi bioéthique. Valérie Pécresse, lors du grand rendez-vous, Jérôme Cahuzac, hier, a fait plusieurs annonces. Pas d'augmentation d'impôts d'ici à la fin du quinquennat François Hollande, c'est-à-dire 2017. Ça va ? Mais le seuil de tolérance fiscale, il est largement dépassé. Mais vous le croyez quand il le dit ? Mais on est en overdose fiscale. Et cette overdose fiscale va être fatale à notre économie. Nous n'aurons pas de croissance cette année. Nous aurons une envolée du chômage. Nous aurons une envolée des déficits. Alors quand M. Cahuzac nous dit... Attention, vous parlez comme si vous aviez fait la réforme fiscale, comme si vous aviez eu la croissance et même vous aviez réduit les déficits. Mais on a sauvé l'économie française. C'est ça la vérité face à la crise. Et aujourd'hui, quand M. Cahuzac dit il n'y aura pas de hausse d'impôts sur le quinquennat, mais je n'en crois pas un mot. Je n'en crois pas un mot pour deux raisons. La première raison, c'est que, et les auditeurs nous comprendront très bien, c'est que pour boucler un budget, il faut soit plus de recettes, soit moins de dépenses. Les baisses de dépenses, on les attend toujours. Et les recettes, elles ne seront pas au rendez-vous parce que trop d'impôts va tuer l'impôt. C'est pas un procès d'intention ce que vous faites. Attendez, prenez-le au mot. Et bien alors, la deuxième raison, je vous le dis, c'est qu'il y a un projet très dangereux dans les cartons du gouvernement, qui est le projet de l'autonomie fiscale des collectivités locales. L'autonomie fiscale des collectivités locales, c'est la possibilité pour les collectivités locales de fixer elles-mêmes le taux de l'impôt. Et je peux vous dire que toutes les régions, et notamment l'Île-de-France, attendent l'autonomie fiscale pour augmenter les impôts et augmenter leurs recettes. Très vite, deuxième chose annoncée par Jérôme Cahuzac, un nouveau dispositif pour remplacer bientôt les 75%. Il pourrait concerner les entreprises, ces 75%. Et Jérôme Cahuzac insistait hier sur le principe rappelé par le Conseil constitutionnel, au-delà de 75%, tout revenu confondu, le taux pourrait être jugé confiscatoire. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la fin des 75% anciennes formules? Mais les 75%, on fait déjà assez de dégâts. Il est temps d'arrêter les frais. Parce que le problème, c'est qu'on se focalise sur le départ de telle ou telle personnalité. Mais le vrai, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Le vrai drame aujourd'hui, c'est la délocalisation des emplois, la délocalisation des centres de décision des entreprises. Et ça se verra dans les chiffres du chômage. Et ce sera irréversible pour l'économie française. Et comment vous expliquez que la France ne cesse d'emprunter des taux les plus bas de son histoire? Est-ce que ce n'est pas une preuve de confiance des investisseurs dans la France, malgré tout? Bien sûr, monsieur El-Kabach. Et cette confiance,
confiance, elle vient peut-être aussi du bilan de Nicolas Sarkozy. Merci, Madame Valérie Pécresse. Mais elle s'en ira aussi vite qu'elle est venue. Merci beaucoup. Merci à Jean-Pierre Qui ça? Elkabbach. La confiance? Ah bon, pas Valérie Pécresse, elle va prendre son temps. À demain, Jean-Pierre. Merci beaucoup.